Salut à tous et bienvenue sur Valepel TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection Lorcana. On va développer cette petite vidéo en parallèle aussi avec le chat à travers 8 points. On va commencer d'abord par s'intéresser à la présentation de Lorcana, ensuite mon avis sur le jeu. On parlera un petit peu de l'actualité aussi de Lorcana. Ensuite je vous expliquerai comment je compte collectionner ce jeu-là. En cinquième partie, je vous montrerai comment je range l'Orcana et comment je compte ranger à l'avenir, parce que c'est toujours intéressant, on me demande souvent quels sont mes systèmes de rangement pour mes différents TCG. J'essaye d'optimiser ça évidemment en fonction de si c'est un TCG avec lequel je joue ou si c'est un TCG que je vais plutôt collectionner. Ensuite, je vous montrerai mon classeur, toutes les cartes Lorcana que j'ai à ma disposition actuellement. Puis on finira par mes deux decks, parce que j'ai réussi à récupérer deux decks compétitifs complets que j'ai envie de vous présenter avec plein de jolies cartes dedans, bien évidemment. Et ensuite, on passera à la conclusion. Voilà, j'espère que ce petit programme vous plaît. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais tout en prenant notre temps aussi, tout en prenant le temps d'échanger, de discuter avec la communauté qui est présente en live sur Twitch. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, pouce bleu, anticipation de confiance, on s'abonne à la chaîne, on partage dans l'espace commentaire, on déroule la description ou nous rejoint sur nos réseaux sociaux, mais surtout on vient nous voir sur Twitch en live pour participer à ce genre de vidéo directement dans le chat. Ça peut être sympa, ça vous permet d'interagir avec moi, d'apporter peut-être des nuances à mes propos ou alors des explicitations. Bref, ça peut être sympa, voilà. N'hésitez pas. J'en profite pour parler aussi d'un contenu qui me parle beaucoup en ce moment, évidemment, puisque je le produis. Ça s'appelle la carte du jour. Si vous aimez les TCG en tout genre, que ce soit du Pokémon, du Flash and Blood, du Magic, du Lorcana, du Naruto Kaiju, de la carte vintage DBZ des années 90 appelée les Cardass, eh bien vous pouvez me suivre sur la carte du jour, Instagram et TikTok, dans la description. Tout d'abord, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'Orcana, rapidement, c'est le TCG, donc Trading Card Game de Disney, qui est sorti le 18 août dans les local game stores et le 1er septembre, théoriquement, dans les grandes surfaces type la Fnac, Cultura, Micromania. Il se trouve qu'il y a eu des problèmes de stock qui font que, visiblement, le grand public, ceux qui ne sont pas coutumiers des local game stores n'ont pas réussi à avoir de booster, mais voilà, théoriquement il y a eu une sortie mondiale et globale le 1er septembre. C'est pas la première fois que Disney édite un TCG, mais en tout cas c'est la première fois qu'ils ont cette ambition là avec un gameplay qui est vraiment carré et solide, et le chapitre 2 a été annoncé et devrait sortir courant novembre dans les boutiques et début décembre pour le grand public. Ne loupez pas vos précommandes du chapitre 2, histoire de pouvoir combler un petit peu le manque du chapitre 1. On va commencer tout simplement sur mon avis sur le jeu, pourquoi je me suis mis sur l'Orcana, pourquoi je crée du contenu dessus, pourquoi ça me parle, pourquoi ça m'intéresse. Et bien alors je vais être très transparent avec vous. Quand Disney a annoncé qu'ils allaient sortir leur TCG, moi je suis un consommateur de multi-TCG depuis déjà longtemps. Je joue à plein de TCG, j'ai un œil curieux sur tout ce qui se passe, j'adore ça, que ce soit pour la collection, pour le jeu, pour plein de choses. Et quand ils ont annoncé un TCG Disney, bah, je vais vous avouer que ça m'en a touché un peu une sans faire bouger l'autre. Je suis pas un grand fan de Disney, je vais pas vous faire croire que je collectionne et que je m'intéresse à l'Orcana pour l'univers Disney. C'est un truc qui m'a porté pendant l'enfance et qui peut me ramener à certains souvenirs nostalgiques, mais c'est pas un truc qui me fait excessivement kiffer et je suis pas du genre à suivre toutes les sorties Disney actuellement. Donc j'avoue que j'étais pas spécialement hypé. Ce qui a été puissant chez moi de la part de l'Orcana, c'est cette espèce de hype constante et montante avec laquelle ils m'ont attrapé. C'est-à-dire que spoiler après spoiler, reveal après reveal, la manière dont le jeu a été game designé, mes premières parties, c'est ça qui a réussi à m'attraper et à me faire venir sur l'Orcana. Là où la puissance de Disney, la licence de Disney va ouvrir le TCG à énormément de personnes, et ben moi c'est un peu l'inverse, c'est plutôt justement le gameplay, le côté TCG jouable qui m'a intéressé à l'univers Disney. Donc, moi je suis vraiment l'exact opposé. Mais c'est évident par contre qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas du tout liés à l'univers des TCG, et je le vois nous sur notre création de contenu avec PL, qui vont découvrir le jeu de cartes à collectionner avec l'Orcana et qui peut-être même vont s'intéresser à d'autres TCG tels que Magic, et ça pour le coup c'est une excellente chose. On va parler un petit peu d'actualité. Les gens parlent beaucoup de l'Orcana, notamment par le prisme du flop à cause des manques de quantité. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de quantité sur l'Orcana. Ravensburger n'a pas anticipé la tétra hype qu'il y a eu sur son jeu. Quand bien même, je le rappelle, Ravensburger est arrivé très humble dans le monde du TCG. Ils en font pas à la base, ils viennent pas de ce monde-là. Ils avaient envie de faire un jeu qui était
bien produits et avec des quantités qui étaient raisonnables. C'est pas parce que t'es Disney que tu peux arriver avec 1 million de boîtes sans savoir tellement à quelle demande t'attendre et risquer entre guillemets de pas vendre tous tes stocks. Ça c'est le monde illusoire dans lequel certaines personnes vivent et donc du coup se mettent à reprocher des choses à Ravensburger. Il faut savoir que Ravensburger à la base ils ont demandé aux boutiques en amont combien ils voulaient de stock et donc c'est en fonction des réponses des boutiques qui eux sont des personnes spécialisées dans le TCG, qu'ils ont calculé les stocks qu'ils allaient produire. Mais il se trouve qu'au final, les boutiques ont mal anticipé la hype que Lorcana allait gérer. Donc effectivement, que Lorcana est victime de son succès, mais c'est faux de dire que Ravensburger a anticipé ce problème de stock et que Ravensburger est satisfait de ce problème de stock. Alors oui, ça permet de parler de Lorcana sur les réseaux et de générer une hype spéculative dans l'investissement et la collection, mais au final, il y a aussi énormément de joueurs qui malheureusement voulaient jouer à Lorcana et qui n'y jouent pas et qui vont peut-être déserter. Donc, je ne crois pas que Ravensburger soit favorable à ça. Je pense que Ravensburger voulait arriver avec les bonnes quantités, la bonne offre en fonction de la bonne demande, mais que, quitte à être au-dessus ou en dessous, c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'être en dessous, quitte à reproduire par la suite, ce qui va arriver aux États-Unis en octobre et courant 2024 pour l'Europe, plutôt que d'être au-dessus, se retrouver avec trop de stock que tu ne vends pas, et du coup, naturellement, tuer ton jeu dans l'œuf et ne pas pouvoir continuer à éditer les sets suivants. Donc, je pense que Ravensburger n'est pas totalement insatisfait du manque de stock par rapport à un surplus de stock. Mais évidemment que s'ils avaient pu avoir la bonne offre et la bonne demande, ils auraient préféré être dans cette situation-là. Parce que quand tu as des problèmes de stock et que tu crées de la hype spéculative, ce qui se passe, c'est que oui, tu vends énormément de produits et tu vas vendre beaucoup de produits, mais tu vas pas vendre plein de produits à plein de joueurs. Tu vas vendre plein de produits à un seul joueur. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il y a une hype, quand il y a de l'investissement, quand il y a du scalping, c'est une ou deux personnes qui vont prendre plein de boîtes, alors que moi je trouve qu'un TCG a plus d'intérêt entre guillemets pour pérenniser. Il vaut mieux que ça soit 10 personnes qui t'achètent 10 boîtes plutôt qu'une personne qui t'en achète 10. À mon sens. Donc oui, pour Ravensburger, tu vends la même chose, mais du coup, tu as moins de joueurs au global. Et je pense que Ravensburger, ils sont dans cette démarche de nous, on veut qu'il y ait 10 personnes qui achètent 10 boîtes. Ils veulent avoir le plus de monde possible. Et les problèmes de stock, ça vient contrevenir un petit peu à ça. Donc ça, c'était pour parler un peu de l'actualité de Lorcana, donner mon avis, parce qu'on voit un peu tout n'importe quoi sur Internet. Disney ne serait pas arrivé pour planter leur jeu. Ils arrivent avec une volonté de s'inscrire dans le monde du TCG. Et pour le coup, ils le font bien. Ils le font bien parce que moi, comme je vous le disais, je suis pas fan de Disney à la base. Je suis plutôt fan de gameplay, de TCG, de game design. Et c'est comme ça que Lorcana m'a eu. Parce qu'en 200 cartes qui représentent le premier chapitre de Lorcana, je peux vous dire qu'en termes de texture de game, de diversité de formats, de nombre d'archétypes jouables entre aggro, combo, midrange, midrange aggro, midrange combo, midrange late game, contrôle, le jeu il est déjà tellement fourni, tellement malin, tellement intéressant, des engrenages de méta avec des espèces de triforce, de tel deck bat tel deck qui bat tel deck en 200 cartes, c'est fou furieux. Et ça, moi, ça me fait penser que non, Lorcana n'est pas un flop, non, Lorcana n'est pas juste un objet de spéculation. Lorcana a un vrai intérêt en termes de gameplay et j'espère que quand Disney va lancer le compétitif sur son jeu, donc dans un an, je pense que les gens se rendront compte que non, Lorcana a vraiment une volonté de continuer de manière assez saine à produire son jeu qualitativement, quoi. Donc ça, c'était pour mon avis. Comment je compte collectionner Lorcana. Je vous avoue qu'à la base, j'avais vraiment envie de pimper. Pimper, ça veut dire les cartes que tu vas jouer dans tes decks, les avoir dans la version brillante, donc la version foil. Le problème avec les soucis de stock actuels, c'est que tout a pris énormément de valeur. La moindre commune foil vaut quelques euros. Donc vous imaginez ce que ça peut valoir dès qu'on parle d'une rare, d'une super rare, voire d'une légendaire. Donc du coup, malheureusement, mon envie de pimper, c'est un peu stoppé net. Au niveau des enchantés, que j'ai pu vous présenter lors d'une précédente ouverture. Je ne suis pas du tout fan de la texture de la carte et du côté search foil qu'on peut retrouver chez Magic. Je préfère largement le grain et le côté un peu edge foil, cold foil, des foils classiques que je pourrais vous montrer tout à l'heure dans la vidéo. Plutôt que les enchantés. Donc voilà, je pense que je vais pas tellement collectionner Disney par le prisme de la collection, mais plutôt collectionner Disney Lorcana plutôt par le prisme du jeu, c'est-à-dire récupérer les staples, les cartes de jeu, pouvoir jouer les decks du méta et
si jamais les prix viennent à baisser un petit peu, à récupérer les versions foil des staples que je joue. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de collectionner Disney Lorcana. Après, si demain les enchantés, les nouvelles alternatives font un travail qui me semble plus intéressant, plus rewardant pour mes petits yeux de collectionneur et de passionné, bah, je ne m'interdis pas écoutez, de récupérer ce genre de carte-là. Mais pour l'instant, voilà, les prix et la qualité de la carte visuelle, l'attrait visuel de la carte ne me parle pas. Alors, comment est-ce que je range actuellement et comment je compte ranger? Eh bien, c'est simple. On va passer en caméra zénitale. Je vais vous montrer du coup mon classeur. Alors, je suis désolé, petit aparté. J'ai pas de tapis Lorcana, je m'en excuse, mais je vous ai quand même sorti mon tapis Flesh and Blood. Et pourquoi celui-là? Parce que c'est le premier tapis que j'ai gagné en remportant mon premier tournoi Flesh and Blood. Je suis très satisfait d'avoir remporté ce tournoi-là et je vous montre du coup le beau tapis qui a découlé de cette victoire. Mais à l'avenir, j'essaierai évidemment d'avoir un tapis Lorcana à vous présenter pour les unboxings, les présentations de collection Lorcana. Alors, pour ranger mon Lorcana, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Déjà, je vais ranger en classeur, parce que je trouve que les cartes sont belles, et qu'il n'y a pas encore assez de cartes dans le jeu pour devoir les ranger dans des racks, comme c'est le cas pour Magic, qui forcément entassé depuis 20 ans de jeu, tu peux pas tout mettre en classeur. En tout cas, moi, j'ai pas pu tout mettre en classeur, quoi. Donc du coup, je vais ranger en classeur, autant que faire se peut. Et il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Je pense que si on est vraiment collectionneur et que ce qu'on veut valoriser dans Disney Lorcana, c'est l'aspect collection, la complétude, ou la complétion peut-être, excusez mon français, l'idée de récupérer l'entièreté de chaque set, et ben je pense qu'on peut faire, comme ça a été le cas pour ce classeur-là, mettre l'entièreté d'un set classé par couleur, dans le même classeur et ensuite prendre un nouveau classeur pour le set suivant et ainsi de suite pour pouvoir retrouver nos cartes de manière classée par set. Moi, vu que je vais consommer l'Orcana plutôt par le prisme du jeu, du gameplay et des tournois, j'ai besoin, quand je monte mes decks, de retrouver mes cartes rapidement. Et quand je vais regarder une decklist et regarder certaines cartes, je ne veux pas me demander en mode « Ah, celle-là, elle vient du set 2, du set 4 ou du set 5, est-ce que je dois prendre ce classeur ou ce classeur ?» Non, moi je pense que je vais ranger mes cartes par couleur. Comme ça, je sais que j'ai 6 classeurs pour les 6 couleurs de l'Orcana et que dès que je vois une carte, admettons une carte rouge rubis dans une decklist, je n'ai qu'à prendre mon classeur rubis pour la retrouver. C'est comme ça que je vais classer à l'avenir. J'espère que les petits poulets de Ultimate Guard pourront m'envoyer d'autres classeurs Ultimate Guard d'excellente qualité, hein. Vous avez évidemment le lien dans la description pour vous fournir sur Ultimate Guard pour avoir les mêmes produits que ceux que je vais vous présenter là, évidemment, que ce soit classeur, deckbox ou sleeve, hein. Bien sûr, le travail de Ultimate Guard est très qualitatif. Mais voilà, mon idée, ça va être d'avoir 6 classeurs, un par couleur, et de commencer à classer à l'intérieur ensuite par rareté, tout simplement. Je vous présente mon classeur et ensuite on passe aux deux decks que j'ai. Vous allez voir un petit peu tout ce que j'ai eu le temps de récupérer de l'Orcana. Avant que les prix s'affolent, hein. Moi j'ai récupéré tout ça avant la sortie sur Card Market et le skyrocket des prix. Et tant mieux pour moi. Il se trouve que j'ai été beau là-dessus. Hop là. Alors vous le voyez, pour l'instant, j'ai pas 6 classeurs, j'en ai qu'un seul. Donc j'ai juste l'entièreté du set numéro 1 qui est compilé dans ce classeur-là. Et ce que je fais pour gagner un maximum de place, ce que je vous conseille pas nécessairement si vous êtes collectionneur. Si vous êtes collectionneur, faites un classeur, ce qu'on appelle un master set, avec une seule itération de la carte, puis ensuite faites d'autres classeurs pour le jeu. Mais moi, vu que je suis, entre guillemets, joueur de l'Orcana, et ben pour gagner de la place, je mets les 4 itérations d'une carte dans la même pochette. Donc en gros, admettons que mon deck rouge veut jouer 4 mini, et ben je me retrouve du coup à avoir mes 4 mini dans la même sleeve. Il y a un autre truc qui me parle bien dans le lore de l'Orcana, un truc auquel je n'avais pas nécessairement fait attention et qui m'amuse beaucoup maintenant, c'est le côté Storyborn, Dreamborn, Floodborn des personnages de l'Orcana. Je pense qu'il y a plein de gens qui jouent à l'Orcana ou qui s'intéressent à l'Orcana et qui font même pas attention à ce délire-là. En gros, chaque personnage que vous avez, je vais prendre l'exemple de Gaston et on va prendre l'exemple de Elsa. Eh bien en fait, à une version Storyboard, Dreamborn ou Floodborn. Storyborn, ça veut dire que la carte, elle est, entre guillemets, le personnage est dans l'état dans lequel il a été présenté dans le Disney que vous connaissez.
Par exemple, là, on voit que Gaston, bah, il est là avec sa torche, prêt à aller au combat pour brûler la bête. Il n'est pas du tout différent de l'image que l'on a de lui, de Gaston. Les personnages qui sont, du coup, notés Dreamborn, eh bien, en gros, c'est des versions rêvées ou des versions différentes mais positives de ce que sont les personnages dans leur série. Donc, c'est assez amusant. On le verra par exemple avec Stitch qui est en mode rockstar ou en mode surfer. C'est des versions Dreamboard qui sont assez amusantes. Et moi, ce qui m'amuse encore le plus, et ce sera notamment l'accent qui sera mis sur le chapitre 2, c'est les versions Floodborn. Alors je pense que le Stitch Rockstar est une version Floodborn même. Les versions Floodborn qui sont du coup l'opposé ou une version vraiment différente de ce que sont les personnages dans le Disney initial. Et je trouve que ça c'est assez marrant, assez amusant. Et le fait que chaque personnage soit dans une version fit ou pas fit à son univers de base, bah, donne un peu plus de texture, de profondeur au lore entre guillemets de l'Orcana. Ça permet de créer un lore dans un lore déjà préexistant. En gros, il n'y a pas que l'histoire de Disney qui prévaut et qui a de la valeur. Il y a aussi la propre histoire liée à l'Orcana qui se raconte à travers les cartes. Et ça me plaît beaucoup. Allez, on va avancer rapidement. Si vous voyez des trous, eh bien, c'est pas que j'ai pas les cartes, c'est qu'elles sont dans mes decks, tout simplement. Donc on peut regarder par exemple ici, Sopongo, il est en Storyborn. Par contre, là, on a Scar en Dreamborn. Alors je sais pas pourquoi il est Dream, mais c'est visiblement une espèce de Scar de feu, comme s'il était super puissant. C'est toujours marrant quoi. On a ici notre ami Mickey en version Dreamborn, une des légendaires du jeu. Très très cool. Carte assez emblématique, une des légendaires les plus prisées pour la collection, même si la carte est assez peu jouée, quoi. Ensuite, on va passer du coup sur le bleu. Je regarde si j'ai un Floodborn à vous présenter. Donc une version inverse d'un personnage. Très très belle. Là ici on a la légendaire Belle. Une des rares légendaires que j'ai pas réussi à avoir en 4 exemplaires. Il se trouve que j'étais pas parti sur bleu au moment où j'ai récupéré les cartes avant la Skyrocket des prix. Et du coup je me retrouve qu'avec 2 belles. Et maintenant au prix où coûtent les légendaires, tant que je les joue pas, j'avoue que je me suis pas forcé à les récupérer. C'est déjà assez difficile d'avoir récupéré quasiment l'entièreté du premier set en x4. Donc là, c'est vrai que si jamais je voulais jouer bleu, il me manquerait 2 belles pour ça. On a ici Hades. Hades, je l'ai en 4 exemplaires. Je l'ai ici en 2 exemplaires. Et j'ai 2 exemplaires foil que j'ai récupérés chez les partenaires chez Play-in. Et il est très joli, je vous le montrerai tout à l'heure. Là on avance. Steel qui est une de mes couleurs préférées. J'avoue que Ruby et Saphir sont pas des couleurs qui m'attirent particulièrement en termes de gameplay. Moi j'aime beaucoup Steel, Umber, Amethyst. C'est vraiment la trinité qui me parle le plus. Et Ruby, Saphir et Emerald est la trinité qui m'attire le moins en termes de gameplay. Je trouve les illustrations aussi qui sont vraiment très très belles. Ça me plaît beaucoup que ça soit pas juste des screens d'animés. Qu'en 2023, quand on arrive avec un nouveau TCG, Disney se dise en mode ok, on va quand même faire comme les autres TCG. On va payer des illustrateurs. Chaque illustrateur va pouvoir du coup mettre sa patte entre guillemets. Et ça c'est assez cool. Même si tu sens quand même qu'il y a une espèce de cohérence globale. Ils ont dû être très très dirigés les illustrateurs. Mais tu vois cette carte là par exemple, je la trouve vraiment très très belle. Et on a l'illustrateur en bas à gauche. Et ça je trouve que c'est assez intéressant. Une autre carte que je trouve magnifique, que je vous montrerai plus en détail avec la version foil, mais cette bête là est incroyable. Au-delà d'être une super carte de jeu, parce que c'est une carte qui pète un item et c'est super intéressant contre les decks contrôle, je trouve que le dessin, le design est fou quoi. Dessiné du coup par Cookie. Exceptionnel, j'adore. J'adore. Et c'est fou parce que c'est vraiment parce que le jeu est bon, parce que le jeu est bien designé, parce que le jeu est bien pensé, que je commence à avoir un attrait un peu intéressant à Disney en fait, tu vois.
Ouais, il y a des versions playset des classeurs Ultimate Guard en grosse version là, vous pouvez l'avoir aussi en quadro, ce qui vous permet du coup d'avoir des lignes de 4 pour ranger vos cartes si jamais vous n'avez pas envie de mettre 4 cartes les unes en dessous des autres. J'ai une 5e fée clochette qu'il faudra que je mette à la vente évidemment. Parce que j'en ai pas besoin de 5, 4 sont amplement suffisantes. La Migantou, qui est une des légendaires les plus détestées du jeu, c'est normal, elle est pas jouée, elle est pas très forte, elle intéresse pas grand monde. Je la garde pour la collection en un exemplaire, mais j'avoue que j'en veux pas plus. On passe sur la couleur améthyste, une couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur qui pioche beaucoup, qui est très... c'est une couleur qui est utilisée en deck control parce qu'on a vraiment envie de piocher dans les decks control, mais c'est aussi du coup justement une couleur qui bat bien contrôle parce qu'on génère beaucoup de ressources et beaucoup de value. Oh, le pauvre Rafiki qui était un staple du début du jeu et qui a été remplacé par le Zeus et qui du coup maintenant est plus très joué, mais bon, ça reste une assez bonne carte, mais du fait qu'elle soit pas ancrable, les places sont chères et Zeus fait juste un meilleur travail sur le terrain. On avance ici les super rares Mickey et la reine et on a Ursula. Ursula, pareil, que j'ai récupéré en deux exemplaires parce que globalement c'est une carte qui sera jamais jouée en plus d'exemplaires. La carte n'est pas ancrable et dans les mêmes couleurs on a Elsa, donc tant qu'Elsa est jouée x4 dans tous les jeux qui jouent améthyste, on n'aura pas la place de jouer des Ursula, en tout cas pas en plus de 2 exemplaires, donc je suis plutôt resté sur 2 exemplaires d'Ursula, je pense pas en avoir besoin de plus. On arrive sur Ambre. Ambre qui est aussi une super couleur. Ambre qui est une super couleur. Pareil, tous les trous, je vous montrerai, c'est pour mes decks. Decks que j'ai essayé de pimper autant que faire se peut avant le Skyrocket de tous les prix, bien sûr. Just in Time, je vous la montre parce qu'elle est derrière la caméra. Carte qui a fait beaucoup parler d'elle à sa sortie et qui maintenant est un peu tombée dans l'oubli. On la joue plus que dans les versions, moi j'appelle ça Umber Green, mais c'est Umber Emerald. Qui est une carte très turbo aggro et globalement qui réussit bien qu'à ce gameplay là que dans Umber Green pour jouer des Cusco rapidement, mais tous les autres decks ont abandonné juste à temps. Les cartes sont belles, regardez Hakuna Matata, la carte est magnifique, ça en foil c'est grandiose. Il y a un vrai travail, je trouve. Il y a une recherche du côté de Disney pour faire les choses bien et ça fait plaisir. Là, par exemple, on a Floodborn Hades, par exemple. Ici, au lieu d'avoir le Hades que vous connaissez dans l'histoire de Hercule, en fait, on a Hadès, roi de l'Olympe. Donc, c'est une version alternative différente du Hadès que vous connaissez. Donc, en gros, il est sur le trône au sommet de l'Olympe avec des cheveux. Et je trouve que l'idée est assez amusante. Donc là, on a Stitch Rockstar en version Floodborn. Très marrant, lui aussi, j'en ai un 5e exemplaire. Il faudra qu'il parte à la vente celui-là. C'est des cartes qui ont une petite valeur en plus maintenant en français. Réponse, qui est actuellement la carte la plus chère du TCG. Les 3 autres sont dans un deck, j'ai la 4e ici. C'est une carte qui a pris énormément de valeur et qui est devenue quasiment un staple obligatoire dès qu'on joue Umber. Ça fait partie, je pense, des légendaires les plus chers quand on parle pas de version folle ou de version alternative. Et la carte est vraiment très 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 puissante. Mais malheureusement, dès que vous jouez Umber et qu'il y a des réponses dans votre deck, ça fait monter énormément le coût du deck. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est des cartes qui se monnaient maintenant en français aux alentours des 50 €. Quand vous vous en sortez correctement, on va dire, allez, 45 si vous êtes très très bon. Et moi, c'est des cartes que j'ai eues, et c'était déjà cher à l'époque. Réponse, c'était des cartes que j'ai eues à 20-25 €. Stitch qui est en version Dreamborn cette fois-ci. Donc en version Surfer. J'ai le 3e qui arrive très bientôt par la poste. Le 4e, pardon, parce que c'est une carte qui est très jouée dans les versions très mid-range de Amber Steel. Et je trouve qu'il est très esthétique ce Stitch Surfer, je l'aime beaucoup. C'est le genre de carte que j'aimerais bien voir en brillante si jamais les prix venaient à baisser à un moment, quoi.
On avance sur Green. Green, normalement, il n'y a pas de trou, c'est normal, je ne joue pas la couleur. Donc dès lors que je ne joue pas la couleur, elle devrait être quasiment complète. Et je pense qu'elle l'est. Avec la bête en légendaire et l'ami John Silver. Mais à culpa pour John Silver, hein, tout le monde m'a chié dessus sur la vidéo YouTube où je dis qui veut jouer John Silver, personne ne connaît John Silver. Bah, il se trouve qu'effectivement il y a des grands fans de La Planète au Trésor, je crois, qui est un Disney que j'ai pas vu. Bon, bah, big up à vous si jamais vous connaissez John Silver et si vous le kiffez. Moi je ne le connaissais pas. Mais à culpa pour ça. On a le génie qui est une très bonne carte verte. Hein. Hop là. Qui est très cool. Bah, ça doit être trop sous-côté, ouais. Moi, tu vois, je le connais pas, Dark Penguin, notre ami John, donc c'est loupé, quoi. Je pourrais des subs rien que pour ça. Oh, t'en vas pas, Coria, t'en vas pas, on passe un bon moment. Allez, on arrive sur les cartes brillantes, parce qu'évidemment, j'ai pas classé les brillantes avec toutes les autres cartes, et là, pour le coup, c'est là où j'ai envie un petit peu de valoriser le travail de Lorcana, parce que j'ai vu beaucoup de gens ouvrir du Lorcana et dire que les effets foil étaient simples, pas très intéressants, et que globalement la concurrence faisait vachement mieux. En fait, c'est pas parce qu'une carte, à l'image de ce que va faire Dragon Ball Heroes au Japon, a des dorures partout, des effets foil partout et tout, qu'elle est belle et élégante. Hein. Des fois, un beau foil bien appliqué, un peu sélectif, avec un peu de texture, ça suffit amplement à sublimer une carte. Et moi, je trouve que le travail de foil sur les cartes de Disney Lorcana sont vraiment le travail du foil est vraiment très réussi. Moi, je suis très fan, j'aime beaucoup, je trouve que la texture, même sur les communes et les Unco, hein, qui a été appliquée, me rappelle beaucoup le travail de Flesh and Blood, et je pense que je préfère ça à des versions Dragon Ball Heroes avec des dorures, des effets partout. Franchement, on souffle un peu quoi de ces trucs-là, tu vois. Genre, un TCG que je trouve très beau actuellement de chez Bandai, qui est du genre à en mettre un peu partout, c'est One Piece TCG, et One Piece TCG Card Game, One Piece Card Game, ben en fait, quand vous regardez les effets de foil, notamment les parallèles, ben il n'y a pas des effets partout. C'est un beau foil avec une belle texture, parfois un background manga, parfois un background uni, parfois des versions alternatives comme Pokémon où le personnage est dans un décor, mais il n'y a pas des effets partout, des brillances, des éclats, Oui, c'est beau, mais des fois on y perd un peu, quoi. Et je trouve qu'il y a une espèce de minimalisme assumé dans l'Orcana, qui vient à être sublimé sur les enchantés pour ceux qui apprécient ça. Moi, le problème des enchantés, c'est pas la carte en elle-même, c'est la texture. Elle a pas de texture. Là où, vous voyez, il y a un petit grain, et ça, moi, c'est une dynamique supplémentaire sur une carte, la texture, que je valorise énormément. Donc voilà, tous les gens qui ont critiqué le travail de Disney Lorcana sur les effets foil, eh bien je ne vous comprends pas, je pense que vous passez à côté de quelque chose, et que cette subtilité-là, justement, est quelque chose à valoriser. Pour un premier set, je trouve ça très satisfaisant. On va avancer, on arrive sur les cartes foil bleues. Je vais vous sortir le Robin Hood parce que c'est une super rare, et les super rares foil, ça commence déjà à avoir un petit peu de valeur. Hein. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Le dessin est beau, il y a de la texture, du foil sélectif. Regardez par exemple l'attaque et la défense, où le liseré brille. On a même ici, hop là, le petit symbole de rareté qui brille à la lumière. Les gens sont durs en fait. Notamment la communauté Pokémon est très dure avec l'Orcana, et à mon avis à tort. Et là, j'ai notamment mes deux Hades Foil, alors qui sont slivés, donc vous allez un petit peu moins voir le jeu de texture et le jeu de foil. Mais on se régale, on se régale. Très joli. Encore une fois, dommage pour les enchantés. Hein. Voilà, si jamais je dois me permettre d'émettre une critique sur l'Orcana, parce qu'ils sont critiquables à bien des égards, c'est les enchantés. Pourquoi ce Search Foil à la Magic ou ce Halo Foil? Je pense que le Search Foil et le Halo Foil se ressemblent un petit peu. Attention, les giga experts connaisseurs ne me clouez pas sur la croix d'avoir dit ça, mais je trouve qu'en tout cas, c'est des techniques de foilage qui sont à peu près similaires. Et je comprends pas qu'on ait troqué de la texture comme on aurait pu le faire sur des alternatives Pokémon contre cette espèce de vague de foil, Search Foil qui en soi est quand même assez jolie. Hein. Regardez par exemple les légendaires de chez Rise TCG qu'on a présentés. Ils mixent à la fois un aspect texturé et un aspect Search Foil en vague
qui du coup rend très très bien. Et c'est ce que je vais reprocher aux enchantés et qui me donne du coup beaucoup moins envie de les collectionner, au-delà de leur prix totalement délirant actuellement. On arrive du coup sur style, jugement de la team relique. Elles sont où les sleeves? Les sleeves, elles sont sur les cartes importantes. Ça par exemple, lui je vais le sortir de la sleeve parce qu'il me régale. Ça, ouais, ça j'ai... On a pris le playset en brillant, il n'y a pas de galère, hein, évidemment. Enfin, le playset, j'en ai pris 3, mais bon, pour récupérer le 4e un jour. Ça, une carte comme ça, je trouve que ça soit l'illustration, le rendu du foil qui est discret, subtil, mais sélectif et vraiment très joli. Voilà, une carte comme ça, moi, ça me fait kiffer. Là, je me dis, ok, Disney Lorcana, vous n'êtes pas foutu de notre gueule, c'est cool. C'est cool, j'ai envie de jouer avec cette carte-là, j'ai envie de pimper mon deck, j'ai envie d'avoir des versions brillantes de mes cartes. Et l'illustration se suffit vraiment à elle-même, quoi. On n'a pas besoin d'avoir une version alternative, la carte est magnifique, je trouve. Allez, on arrive sur Améthyste. Et là, une des plus belles cartes aussi à mon sens. Le Mickey Mouse, en super rare. Ça c'est étonnant, c'est une carte qui est totalement sous-cotée. Les gens ont commencé à les sortir de leur deck alors que c'est plutôt pas mal en Mirror d'Améthyste Ruby. Ça te permet notamment de grinder avec les balais. C'est une carte qui leur a 2 pour 4 et qui est ancrable. Genre c'est vraiment une bonne carte que les gens sous-cotent à fond, que ça soit pour l'aspect collection ou alors pour l'aspect pour l'aspect jeu. Et c'est une super rare foil. Et genre ça vaut, en français, hein, ça vaut 2 € sur Card Market. Les gens sont fous. 2 €. Vous savez combien ça vaut une Tinkerbell Super Rare Foil sur Card Market? 30 €. Vous allez me faire croire qu'une Tinkerbell Foil, ça vaut 15 fois plus cher qu'un Mickey Mouse Foil pour la même rareté. Ça c'est des incohérences, tu vois. Je sais pas pourquoi il est boudé ce Mickey. Alors que, en alternative, ce même Mickey-là est l'alternative la plus chère derrière Elsa. Je comprends absolument pas la différence de prix de ces cartes-là. Il est dans le deck de départ, probablement Master Affinity, mais Aladdin qui est joué en Ruby Améthyste, il est aussi dans le deck de départ. Et pourtant son prix il tourne plus autour des 10-15 € en foil. Bon, en tout cas j'adore la carte. Deck de départ ou pas, ça reste une foil. Vous voyez avec le petit symbole améthyste qui brille autour du cou? Ça c'est du détail qui me fait kiffer, par exemple. Mais il faut aimer la subtilité, encore une fois. Ah, on arrive sur Umber, belle couleur aussi. Mais il a beau être dans les précos en foil, le Aladdin aussi est dans les précos en foil et la carte vaut quand même excessivement plus cher. Hein. Le Hades est magnifique avec la rivière comme ça. La rivière dorée. Dinguerie. Très joli. Le Zirgouflex. Ça, littéralement, le Zirgouflex, avec le foil sélectif comme ça, en tout cas l'accent qui est mis sur la fourchette, on dirait un équipement, Cold Foil de Flesh and Blood. Je pense qu'en fait c'est Flesh and Blood qui me matrix. Le fait que le liseré là soit brillant, que l'arme métallique entre guillemets ressorte avec cette espèce de Cold Foil, fasse ressortir les objets métalliques, ça c'est une carte de Flesh and Blood. Hop là, on arrive sur les cartes, et là, sur les cartes vertes, le petit double Cusco en foil, ça pareil, ça commence à prendre un peu de valeur parce que c'est une des meilleures cartes vertes. Magnifique, encore une fois, le fait que l'accent soit mis sur les objets métalliques comme ça c'est du... Il y a vraiment une envie de jouer avec la profondeur, avec les textures et la sélection du foil. Et c'est pas rien en fait ça. C'est cool. Et notre ami la fée clochette qui est aussi très réussi.
Voilà, ça c'était la fin de mon classeur. Globalement, il y a plus ou moins l'entièreté des cartes jouables selon les decks que j'ai envie de faire. Il va me manquer des belles légendaires si jamais j'ai envie de jouer Saphir. Et il va me manquer peut-être quelques cartes vertes si jamais j'ai envie de jouer Emerald. Mais pour tout ce qui est Ruby Améthyste et Steel Umber, il n'y a pas de galère. Je vais vous présenter maintenant les deux decklists, celles que j'espère jouer le plus rapidement possible dans des tournois près de chez moi, dès qu'il y aura une communauté locale, qu'il y aura plus de stocks disponibles, que les gens pourront monter des decks sans évidemment vendre un rein sur le marché secondaire. Je pense qu'il y aura plus de tournois évidemment, j'ai hâte en tout cas moi de pouvoir les faire, de pouvoir y jouer. En attendant, je joue avec des copains, vu que je peux monter plusieurs decks, bah, je monte plusieurs decks et j'en prête un et on prend déjà beaucoup de plaisir en soi. Mais j'avoue qu'avec l'investissement financier que ça représentait, de pouvoir monter tout ça, qui en soi est pas énorme vu que j'ai eu la chance de récupérer ça avant que les prix explosent, mais ça reste quand même un petit billet. J'aimerais bien, évidemment, pouvoir faire des tournois avec. On va commencer avec le deck qui me plaît le moins, et ensuite je vous montre la masterclass, la pépite. Ruby Amethyst Control, qui a longtemps été vu comme étant le meilleur deck du format. On commence à revenir un petit peu de tout ça. Ça reste le meilleur deck contrôle du format, mais il y a des decks mid-range, notamment avec des bases améthystes ou alors avec des bases umber qui sont capables vraiment de out-value et de grinder ce deck-là. Par contre, c'est un deck qui va battre tous les mid-range dynamiques, qui peut souffrir contre aggro, qui peut se faire grinder en late game contre les mid-range late game. Mais tout ce qui est mid-range un peu dynamique, qui du coup va avoir du mal à passer en dessous, bon, ce deck là il va l'écraser quoi. C'est le seul deck qui a un anti-bet de masse et donc du coup qui a une carte qui est capable de faire du 1 pour 1000. Globalement, le deck n'existerait pas s'il n'y avait pas Soyez Prête, on va pas se mentir. Mais Soyez Prête est présente, donc forcément ce deck là est populaire, présent, il faut le prendre en compte et c'est un excellent choix pour faire un premier tournoi parce qu'en plus de ça, c'est un deck qui est très facile à jouer, à la différence par exemple d'Umber Steel qui va demander un skill cap beaucoup plus élevé. Alors on commence avec nos amis Archimède. Oh, j'en ai aucun en foil, ça me désole. Notre ami Archimède qui est là pour... qui est une concession aggro, hein. Si on faisait que des mirrors de Ruby Améthyste, on jouerait pas Archimède évidemment. Ça a quasiment aucun impact en mirror de contrôle, ça alors pour 1 on s'en fout. C'est 2-2 donc ça tape pas dans les grosses bêtes. Mais c'est important pour aller attraper les lilos d'un adversaire par exemple, ou alors ses cartes d'early game, un Captain Crochet par exemple. Donc on a des Archimèdes voilà, en concession aux gens qui veulent être un peu dynamiques dans les games. De Gaston, parce que ça a 4 d'attaque, ça vient taper dans Belle, ça vient taper dans Cusco, ça vient taper dans plein de cartes qui ont beaucoup de défense, ça vient taper dans Simba aussi, Simba qui protège très très bien les early drops de Humber. Double balai, ouais, les gens ont arrêté de jouer des Mickey dans leur liste, mais balai ça me semble super important, parce que balai en fait ça dit que quand tu joues ce personnage là, tu peux remélanger une carte de ta défausse dans ton deck, ou alors une carte de la défausse de ton oppo dans le deck de ton oppo. En fait 2 balais ça veut dire que tu as virtuellement 6 Elsa, tu as virtuellement 6 Maléfiques, tu as virtuellement, je sais pas moi, 6 reines, la reine, la mère de Blanche-Neige, je sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est important d'avoir des itérations supplémentaires de TP off dans les games qui sont très grindy, et les balais magiques ça sert notamment à ça. Une des meilleures communes du jeu, hop l'ami maléfique, pareil c'est de l'early game, c'est la carte que tu vas chercher au mulligan, ça te permet d'avancer dans ton plan de jeu, ça te permet de lorer un peu en début de partie si ton oppo est un peu mou en mirror, et ça te permet d'aller taper les drop 1 de ton adversaire avant qu'il ait l'occasion de lorer beaucoup trop. Nouveauté dans les decks Ruby Améthyste, carte qui n'était pas jouée au préalable et qui au final maintenant est devenue un staple incontesté. En fait quand on s'est rendu compte que la carte la plus broken du jeu, pas forcément la meilleure, mais celle qui a l'effet le plus push, je pense qu'une des meilleures cartes c'est notamment Réponse, mais on va dire que la carte qui a le plus d'impact quand elle touche le board c'est Elsa à 8. En fait on s'est dit pourquoi pas jouer d'Elsa à 3 et pouvoir faire ça au tour 6, notamment contre les decks aggro qui essaient entre guillemets de nous prendre de vitesse. Du coup on joue juste Elsa à 3. Les stats sont pas mauvaises, hein. C'est 2-3 pour 3 ancrables, et en plus ça permet d'épuiser un personnage. Épuiser un personnage ça peut être bon, tu vois, notamment une Belle qui voudrait attendre d'avoir 10 encres pour pouvoir commencer à lorer pour 5. Au moins là tu l'épuises, tu vas taper dedans avec ton Gaston et t'es plutôt Gucci quoi. Ici, une des dingueries du deck, Aladdin évidemment. Aladdin, les 4 sont en foil, hein, ça fait plaisir. Voilà, vous voyez pas très bien avec les sleeves, hein, mais les 4 sont foil.
Aladdin, pareil, c'est de l'early game. Hein. Drop 3 pour ce deck-là, c'est de l'early game, vu que c'est un deck qui va monter à 17-18 encres. 3 mana, c'est absolument rien. C'est vachement important, Aladdin, de l'avoir, parce qu'on va vouloir shift dessus. Donc alter, c'est-à-dire jouer le gros Aladdin pour un coût beaucoup moindre sur ce Aladdin-là. Mais en vrai, juste son effet à lui est vachement plus intéressant que ce que les gens pensent. Parce que le fait de pouvoir enlever un marqueur lore à l'adversaire, c'est pas comme si nous on se rajoutait un marqueur lore, parce que nous en deck contrôle on s'en fout de se rajouter un marqueur lore. Tu vas passer de 0 à 20 lore une fois que tu auras grindé toutes les ressources de ton oppo. C'est littéralement comme un deck contrôle à Magic. Le deck contrôle il va gagner quand t'es encore à 20 PV, puis d'un coup t'es mort. C'est exactement ce qui se passe. Par contre, pouvoir enlever un marqueur lore à l'adversaire, sachant que c'est un deck qui va stabiliser contre les decks aggro très très tard, et que des fois tu stabilises même trop tard et que ton oppo il va réussir à te mettre les derniers marqueurs lore, et bien pouvoir lui enlever un marqueur lore pour théoriquement gagner un tour de stabilisation. Mais en fait c'est super important, et c'est pas un marqueur lore, c'est 4 marqueurs lore si tu vois tout ton deck. Donc juste Aladdin en lui-même, c'est une carte qui est importante pour les decks contrôle. Bon, l'ami Rafiki qui s'est fait déboulonner par Zeus, et franchement, pour jouer Zeus, c'est tellement plus fort. 4 mana, tu bourres pour 4. Ouais, c'est meilleur. Et en plus, ça a le luxe de l'aurer pour 2. Donc, merci Zeus. Maui. Alors ça, en mirror de contrôle, c'est une encre, littéralement. Ça, c'est un terrain. Ça ne fera jamais rien d'autre qu'être un terrain en mirror de contrôle. J'exagère, je grossis les traits, t'as quelques applications, hein, mais tu peux aller trade une Maléfique par exemple, ou une Elsa, donc je grossis un peu le trait, mais par contre contre les decks aggro c'est surpuissant. Charge, combattant, alors oui ça lore pas, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, 5 mana en crabe, ça vient déboulonner n'importe quelle carte qui a loré ou qui a challengé le tour précédent. Maui, staple, voilà. Staple obligatoire. La Reine Mère, en brillant. Ouais, parce que c'est des super rares un peu sous-cotés, alors que c'est des super cartes de jeu. 5 mana en crabe, 4-5, mais tu l'engages, tu pioches une carte. Excellent dans le mirror, très mauvais contre aggro. Vous connaissez, quand vous affrontez aggro, vous la mettez en énergie. Quand vous affrontez contrôle, vous faites de la value avec. Nos amis Aladdin. Aladdin, c'est très puissant et ça synergise avec les objets qu'on verra par la suite. On met Aladdin ici parce qu'en fait l'idée c'est de pouvoir le jouer rapidement sur ce Aladdin là, mais en vrai tu peux le jouer pour cette mana en late game, ça fait largement le taf. Et en fait avec certains objets on va lui donner rush, et lui dès qu'il bannit un personnage qu'il a challengé, vu qu'il a 5 de patates, tu challenges bien notamment contre les aggros, et bah tu réduis de 2 le lore de ton adversaire et toi tu gagnes 2 lore. Gagner 2 lore on s'en fout, je vous l'ai expliqué, vous êtes un deck contrôle, vous n'allez pas du tout gagner au lore, vous allez gagner parce que l'oppo il fait plus rien, il va concéder, et vous allez juste lorer par 3 avec vos Elsa. Donc on s'en fout de gagner des lores. Par contre enlever 2 lores à l'oppo, si tant est que tu as enlevé déjà 2-3 lores avec tes Aladdin précédemment, et que tu enlèves encore ici 2-3 lores avec tes Aladdin à 7 mana, bah c'est là où tu fais n'importe quoi. Il y a une autre application aussi qui est un peu maligne et que les gens voient pas, c'est que cette carte là elle a 7 mana, du coup quand tu l'altères pour 5, ça te permet de chanter Soyez prête au tour 6. Et chanter Soyez prête au tour 6 plutôt que de la jouer au tour 7, bah oui tu vas raser ton Aladdin, mais en fait ça te permet peut-être de pas mourir, notamment contre des decks comme Umber Green. Umber Green ça te met un board, ça te défonce si jamais tu rases pas le board le plus rapidement possible. Et comme on peut pas s'accélérer, on peut pas ramper dans ce deck là, bah des fois juste Aladdin, Shift 5, taper une bête, je t'enlève de l'or, et tour 6 je peux chanter Soyez prête avec Aladdin, et ben ça fait gagner des games que tu aurais perdu. Donc ça, assez important. Je dirais pas que c'est la meilleure carte du jeu, mais c'est la carte la plus impactante. Zanpakuto, comme dans Bleach. C'est la carte la plus impactante. Quand elle touche le board, t'es là en mode vraiment exactement ça. Quel enfer. Ça ne s'ancre pas, c'est pour ça qu'à mon sens c'est pas la meilleure carte du jeu, mais bon, ça exerce 2 personnages, il se dégage pas pendant le prochain tour, ça se shift, enfin ça s'altère pour 6 sur la Elsa précédente. Globalement, quand tu affrontes un deck aggro, un deck midrange dynamique, dès lors que tu commences à résoudre des Elsa en boucle, c'est fini quoi. C'est tellement puissant. Ça met un switch de tempo, et en plus ça lore pour 3, donc ça empêche ton oppo de lorer et toi tu lore pour 3. Ça met un switch de tempo qui est extrêmement violent pour les jeux agressifs ou midrange dynamique. L'ami Maléfique, qui elle à l'inverse est une carte qui est pas si impactante que ça, parce que pour 9 mana, bannir un personnage, bah typiquement on a Feu du Dragon qui le fait pour 5, et on a notre ami Hades qui le fait pour 7, mais en fait ça s'ancre, et du coup juste pour ça, staple obligatoire, ça a été considéré comme une des meilleures cartes du jeu dès le début. On en revient un peu de cet avis là, la carte est cool, la carte est bien, la carte elle est jouée parce que c'est une énergie, mais c'est 9 mana quand même quoi. Voilà. Alors contre aggro, c'est une énergie quoi. Bon. 9 mana, c'est une énergie quoi. Bon. 9 mana, c'est une énergie quoi. 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 9 mana, c'est une
On va passer maintenant aux items et aux sorts. Je vous ai présenté les créatures. Voilà, deck qui est très simple à jouer, qui est très plaisant, qui va te demander un peu de gestion de board, mais qui en late game est très difficile à passer. Mais qui est surtout bien carry par des objets. Hein. Donc là, on a Emberlificotage. Concession à aggro. Si vous affrontez que des mid-range late game ou que des contrôles, jouez pas Emberlificotage, on s'en fout. Bouclier de vertu. Un des meilleurs items du jeu. Pourquoi? Parce que les items qui s'ancrent, c'est rare. Lui, il s'ancre et en plus, tu peux le jouer au tour 1, ce qui n'impacte pas, entre guillemets, ta gestion de board. Ça ne te demande pas d'avoir un tour un peu plus mou ou de décurver un tour pour pouvoir payer un mana. Ça, ou tu le top deck en late game, tu le joues et ça te coûte rien parce que tu as 15 énergies, ou tu le joues au tour 1, ou alors tu le mets en encre quand ça n'a pas de valeur. Et ça permet de redresser un de tes personnages. Donc typiquement, tu es avec Aladdin, tu tapes, tu enlèves de l'or, tu gagnes de l'or, pof, tu payes 3 mana, tu le redresses, tu retapes. Et là, c'est la folie. Combo avec Aladdin, ça. Notre ami Miroir Magique, dont un brillant. Attention, Miroir Magique en brillant, ça commence déjà à prendre un peu de valeur. Hein. Pas facile à trouver, c'est une rare, c'est assez joué, c'est plutôt fort. Comme je vous le disais, les objets c'est puissant, les objets c'est difficile à gérer. Vos adversaires ils vont devoir jouer des bêtes, pas des bêtes au sens créature comme dans Magic, juste des bêtes de la Belle et la Bête, pour péter vos items et notamment péter vos miroirs magiques. Vous allez vous dire 4 c'est cher pour piocher. Dans ce deck là, tu as 16 énergies, donc 4 c'est gratuit pour piocher. Et ça c'est important. Tu peux pas en jouer trop non plus parce que ça s'ancre pas et le bon nombre de cartes non ancrables dans un deck de 60 cartes c'est entre 15 et 16. En tout cas c'est la limite maximale. Tu as des decks qui en jouent 10 ou 12, ce qui te permet du coup de pas avoir de mauvaises sorties. Là on est sur la norme haute, ici on est dans 16 cartes non ancrables. Il y a des gens qui jouent plus de 60 cartes pour diluer un peu plus leurs cartes non ancrables et du coup avoir entre guillemets une moins bonne répartition de tes menaces et de tes payoffs mais une meilleure répartition de tes cartes ancrables non ancrables. Moi, j'aime pas trop. Si tu sais pas pourquoi tu vas à plus de 60 cartes, le fais pas en règle générale. Peut-être qu'avec beaucoup d'expérience sur le deck, je monterai à plus de 60 cartes pour diluer un peu plus mes cartes non ancrables. Globalement, je préfère être à 60 et jouer que 2 miroirs magiques plutôt que 3, par exemple. Montre à gousset, on vous en a parlé, c'est ancrable et ça permet de donner charge à nos bêtes. Super intéressant. Quand Elsa, tu lui donnes charge, qu'elle exerce 2 personnes et qu'en plus ça va en taper une, c'est complètement fumé. Et en plus, tu donnes charge que pour un mana, donc dans le deck, c'est vraiment rien. Le staple du deck, meilleure carte du deck. Hop là, en plus, j'en ai 2 brillantes, donc on les valorise évidemment. C'est mes amis de l'au-delà. Très très bonne carte. Ça, c'est une carte que tu fais chanter notamment par ta Maléfique assez facilement ou par tes Elsa. Ça te permet de draw 2, d'avancer dans le deck. Ça grind les miroirs de contrôle, super important. C'est une des meilleures cartes du jeu, je trouve. Mes amis de l'au-delà. C'est une divination qui peut être gratuite en fait. Donc si vous raisonnez en termes de Magic, vous avez le comparo. C'est un peu idiot. Ça, c'est une carte qui serait très très mauvaise si on la jugeait par le prisme de Magic, mais en fait, comme on va juger par le prisme de l'Orcana, que les games sont très grindy, très longues, qu'on a rapidement accès à beaucoup de mana, bah, du coup, Feu du Dragon, c'est un staple. Hop, celui-ci est brillant, il est beau. Ouais, c'est la carte que tu cherches au mulligan, celle-là, mais t'as tout à fait raison. Et enfin, dernière carte du deck, et pas des moindres. Sans elle, je pense que le deck n'existe pas et qu'on joue pas ces couleurs-là. Genre, sans elle, je pense que tu n'as absolument aucune raison de jouer rouge à la place de jouer bleu ou de jouer style, donc gris, en complément de améthyste. Tu peux largement jouer améthyste style contrôle ou améthyste saphir contrôle plutôt que de jouer améthyste rubis. Et je pense que rubis n'est joué que parce que Soyez Prête existe. C'est pas ancrable évidemment, mais c'est normal. Cette carte-là, ça bannit tous les personnages. Et c'est ça qui vous permet, entre guillemets, de faire du 1 pour 10 en termes de value et de gérer le board de l'adversaire. Petite Soyez Prête brillante, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est pour le premier deck que je joue, qui est vraiment très très cool à jouer. Et le deuxième, c'est mon bébé, celui que j'aimerais bien pimper quand les prix seront un peu plus cohérents, abordables disons. Peut-être qu'ils ne le seront jamais d'ailleurs, hein. C'est très difficile, attention, d'anticiper les prix de l'Orcana. Il y a beaucoup de gens qui vont vous faire croire que les prix vont baisser, vont monter. Tantôt il y a des vidéos très FOMO en mode investissez maintenant dans l'Orcana, les prix vont monter. Tantôt il y a des vidéos qui disent que l'Orcana c'est du NFT et que tout
tous les prix vont se planter et vont se casser la gueule. Personne ne peut le savoir, on n'a pas de recul, pas d'expérience. Lorcana ne se comportera pas nécessairement comme d'autres TCG, et quand bien même il se comporterait comme d'autres TCG, va-t-il se comporter comme Pokémon? Va-t-il se comporter comme Magic? Magic, c'est plutôt le marché du jeu construit compétitif qui fait le prix de la carte. Le marché de Pokémon, c'est plutôt la rareté, la demande et la hype qui construit le prix d'une carte. Est-ce qu'il n'y a pas des cartes qui vont suivre le marché de Pokémon comme Elsa? Ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt d'autres cartes comme les Staples et les légendaires qui vont suivre le marché de Magic? Personne n'est capable de le dire. Est-ce que globalement tous les prix vont baisser mais certains autres vont monter de manière un peu incohérente et décorrélée de la population et de la rareté? Je pense notamment à Elsa. Est-ce que c'est le Dracofeu de Lorcana? Parce que les prix des Dracofeu, c'est sympa Dracofeu, moi j'adore Dracofeu, mais le prix d'un Dracofeu au global, il est globalement jamais justifié par sa population et sa rareté. Il est souvent justifié parce que c'est le gros lézard orange que les gens adorent. Est-ce que Elsa va suivre ce... Donc voilà, écoutez pas trop les gens sur les internets. Si jamais vous voulez acheter une carte Lorcana, demandez-vous juste si le prix qu'elle coûte actuellement, il vous paraît intéressant pour ce que vous allez en faire. Si vous êtes un fan de Lorcana que vous avez envie de collectionner, est-ce que le prix des enchantés actuellement ça vaut le coup? Si vous trouvez que ça vaut pas le coup actuellement pour vous, si vous n'avez pas la capacité à faire cette dépense, bah ne la faites pas. Et si au final les prix montent, mais c'est pas grave. Vous pouvez accepter de ne pas récupérer certaines cartes, quoi. Il n'y a pas d'obligation dans la vie, quoi. Et auquel cas, bah, si les prix baissent, tant mieux pour vous, vous les récupérerez plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que anticiper le marché d'un TCG qui a même pas un mois, je crois pas que les gens en soient capables. Genre, je pense pas, quoi. Donc voilà. Essayez pas d'anticiper, de vous dire il faut que j'achète maintenant parce que ça va monter, ou il faut que j'achète plus tard parce que ça va baisser. Les réimpressions, on sait absolument pas quels seront les stocks. Peut-être que les réimpressions seront pas assez énormes par rapport à la demande. Comme je vous dis, peut-être que des cartes comme Elsa vont continuer à monter parce que c'est décorrélé de toute logique, mais peut-être que toutes les autres cartes vont baisser. Difficile à dire, voilà, difficile à dire, et les gens qui prétendent être sûrs, il y a des gens, et sur des TCG comme Magic, maintenant Flesh and Blood, qui commencent à avoir déjà un peu de bagou. Désolé Nanook, mais tu peux pas venir là, c'est pas possible. Sur des jeux comme Pokémon qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience derrière eux, évidemment qu'il y a des gens qui sont capables de prévoir, et c'est leur travail. Nanook, tu casses les couilles. Il y a des gens qui sont capables de prévoir ce qui va se passer globalement, et c'est leur travail, et c'est des compétences, ils ont travaillé pour les acquérir, et évidemment qu'ils sont capables de prévoir un peu ce qui se passe sur Pokémon, sur Magic, sur des jeux qui ont 20 ans d'expérience. Mais là, Lorcana, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se comporter. Alors, ici, on a Humbersteel Song, un peu combo. Moi, j'ai choisi de jouer la version la plus agressive pour l'instant, même si j'aime beaucoup la version midrange sur Pixelborn. Pour l'instant, j'ai laissé cette version-là montée. C'est une version qui joue beaucoup de drop 1 pour fonctionner avec Stitch Rockstar, mais il y a des versions qui jouent plus les drop 1 et plus Stitch Rockstar, et qui sont juste des midrange plus mous, plus late game, qui vont jouer des bêtes pour péter les objets de l'adversaire, et qui va essayer de grinder avec des cartes moins synergiques, mais plus puissantes, plus indépendantes. Alors ici, on commence par tous les drop 1. On a notre ami Simba. Simba qui est important pour draw discard, renouveler sans cesse les cartes que l'on a en main pour trouver notre carte clé, qui est notre ami Stitch Rockstar. Hop là, ici on a la carte d'aggro par excellence, la Lilo rare. Ça coûte très cher maintenant, les Lilo foil, j'en ai qu'une. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir pimper les autres Lilo au prix où ça coûte actuellement. Carte très puissante, parce que ça a l'or pour 2, et dès lors que vous êtes capable de la protéger en early game, vous allez prendre beaucoup d'avantages de l'or sur votre adversaire. Ici on a notre ami le Captain Crochet. J'en ai 2 qui brillent et je suis très content, j'aimerais bien avoir les 4. En vrai ça coûte pas si cher. Donc ouais, les communes et les Unco, je pourrais essayer de finir le foilage. J'adore cette carte là, je trouve l'illustration, je trouve que c'est une des plus belles du premier chapitre. Ce Captain Crochet il est fou, il est vraiment fou quoi. Et la carte est très puissante, ça permet d'aller taper notamment dans les Simba adverses. Pour moi c'est l'anti-Simba, ça permet de libérer le passage pour aller taper les Lilo de l'adversaire. C'est une carte qui tape à 3 mais qui défend pas très bien, donc on veut vraiment juste la jouer et taper avec.
Pour un mana, fait le taf. Ici, on a le petit Stitch, le nouveau chien, le chien qui du coup nous amène à avoir 16 drop 1. C'est le minimum que tu veux quand tu joues Stitch Rockstar pour générer beaucoup de value. Et évidemment, Stitch, c'est aussi important parce que tu peux alter le Stitch Rockstar dessus pour 4 mana. Et donc du coup, gagner 2 mana et commencer à partir un peu en couille. Ici, on a Simba. Ah, la combo Simba-Lilo, je vous fais pas l'affront de vous réexpliquer. Si, peut-être, il y a des gens qui débutent. Ok. Tour 1 Lilo, tour 2 Simba, je le mets en rempart, donc du coup, je l'exerte directement. Ça veut dire que mon adversaire, il est obligé de taper mes cartes rempart. Le temps qu'il n'aura pas géré Simba, qui a 3 de défense pour 2 mana, donc s'il n'a pas un Captain Crochet, mais qu'il a un Stitch par exemple, il ne peut pas venir et tuer mon Simba. Et moi, pendant ce temps-là, j'engage ma Lilo et je prends 2 de l'or à chaque tour. Ce qui fait que si tu fais Lilo tour 1, Simba tour 2, c'est à peu près 6 l'or garanti. Et ça, contre les decks contrôle comme Améthyste, ça fait le job. Ça fait le job. Donc vraiment, Simba, synergie avec Lilo, très puissante. En parlant de Simba, l'anti-Simba, Prince Eric, les 3 sont brillants. Très content, du coup, j'ai maxé le foil de cette carte-là. C'est une carte un peu sous-cotée aussi, je pense, qui est vraiment très forte. Pour 2 mana, tu as une 3-3 en fait théoriquement en phase d'attaque parce que ça offensif plus 2. Alors ça l'aura à 1, mais on s'en fout, en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que pour 2 mana, tu tabasses un Simba et ta carte, elle est encore vivante. Juste pour ça, ça fait le job. Autre carte clé du deck, c'est pas une carte qui est indépendante, c'est une carte clé parce qu'elle vient en combo avec une autre carte. C'est notre ami Tinkerbell, la boucle Tinkerbell qui est la boucle anti-aggro. Globalement, si aggro n'existe pas dans le format, on n'a pas nécessairement besoin de jouer cette boucle, mais l'avantage de jouer cette boucle, c'est que l'entièreté de la boucle est ancrable, et donc dans les match-up améthyste, tu peux largement mettre ces cartes-là, améthyste rubis, pardon, tu peux largement mettre ces cartes-là en encre et ne pas te soucier de la boucle. Mais sinon, la carte est très très forte, en synergie aussi avec Tuons la bête, ce qui te permet théoriquement de raser le board de ton adversaire dès lors qu'il joue aggro. Très très bonne carte. Et je remercie Big, le poteau qui était sur le chat tout à l'heure, pour cette magnifique fée clochette brillante et qui est un flou de board. Du coup, on en revient. C'est-à-dire qu'au lieu que la fée clochette soit minuscule, elle est gigantesque. Ça, c'est assez amusant, je trouve. Super carte. Que ce soit pour le design, le dessin, le gameplay, ce qu'elle apporte dans le méta. C'est une espèce de garde-fou. J'adore cette carte-là. Notre ami Ariel, la petite sirène qui chante des chansons, Mélomane 5, ça lui permet de chanter des chansons à 5 alors qu'elle a seulement un coup de mana de 3. Chanter les chansons, ça permet de ne pas payer leur coût. Et quand on a des chansons qui du coup devraient être chantées par un personnage à 5 pour ne pas payer leur coût et qui peuvent être chantées par des personnages à 3 grâce à Ariel, ça permet de faire des départs canons et de chanter des chansons très puissantes assez rapidement. Et en plus de ça, ça a un ETB, un effet d'arrivée en jeu qui te permet de trouver l'édit de chanson. Donc Ariel, obligatoire dans ces jeux-là. Très très bonne carte. Notre ami Réponse qui, d'après moi, est la meilleure carte du jeu actuellement. Ça l'or pour 2, ça s'ancre, c'est à 4, ça a 5 de défense, et ça soigne un de tes personnages quand ça arrive en jeu. Et si ça le soigne, tu pioches autant de cartes que ce que tu l'as soigné. Dans la limite de 3 évidemment, mais c'est déjà énorme en fait. Genre, je prends un exemple. Mon oppo il a un Simba. J'ai un Prince Eric. Je vais taper le Simba de mon oppo. Mon Prince Eric il survit. 4 mana, réponse, je soigne Prince Eric. Mon Prince Eric il est full stuff pour aller dézinguer un personnage adverse le tour d'après. Et moi j'ai pioché 2 cartes dans l'équation. C'est déraisonnable en termes de value. Voilà. Ce que réponse amène des fois en pattern de gameplay, c'est totalement déraisonnable et c'est une carte ancrable. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. La partie combo du deck qui nécessite de jouer plein de drop 1 pour pouvoir jouer plein de créatures, c'est notre ami Stitch Rockstar. J'en ai en 2 qui brillent et ça c'est cool parce que la carte est magnifique et très intéressante évidemment. Ça s'altère sur 4 sur le petit Stitch qui est là. Donc on a un intérêt des fois à ne pas lorer avec notre Stitch pour le préserver et qu'il ne se fasse pas attaquer pour pouvoir derrière alter pour 4 et du coup jouer notre carte dans la partie. Ça lore pour 3 donc c'est assez débile. Et en plus de ça, dès que tu joues un personnage qui coûte 2 ou moins, tu peux l'engager, piocher une carte. L'idée c'est qu'une fois que tu fais Stitch, tu te retrouves à jouer tous tes drop 1 que tu as un peu accumulé dans ta main. Et tu pioches plein de cartes, tu te refais sans cesse ta main jusqu'à ce que ton oppo il essaye de gérer ton board. Mais généralement il aura moins de gestion que toi tu auras de board. Tu auras sans cesse, entre guillemets, des cartes en main pour pouvoir réimpacter le board. Et enfin, réussir à monter
à 20 l'or, voilà. Maintenant qu'on a fini avec les créatures, ce deck est magnifique. Imaginez-le entièrement brillant. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de collectionner l'Orcana. C'est juste me faire giga plaisir avec les decks, quoi. Essayer d'avoir tout qui brille. C'est dur, hein, mais ça me ferait kiffer. J'avoue que pour l'instant, je regarde plus. Les prix sont trop élevés pour moi. Je reste là où j'en suis, mais je désespère pas de peut-être avoir la chance de trouver ces cartes-là à un prix plus faible. Et si jamais les prix descendent jamais, bah, tant pis pour moi. J'accepterai de ne pas les avoir en feuille. Il faut savoir aussi renoncer de temps à autre, c'est pas très grave. Hein. C'est aussi important de savoir quelles sont les limites et de gérer un peu sa frustration aussi, quoi. Hop là, c'est la fête, ça c'est une chanson. Il faut un nombre de chansons conséquent dans le deck parce qu'on a Ariel qui, entre guillemets, est censé en trouver quand elle arrive sur champ de bataille. Si t'as pas assez de chansons à trouver, bah, tu te retrouves des fois à avoir une 2-3 pour 3 qui fait rien. Parce qu'elle aura pas de chanson à chanter vu que t'en as pas dans la main et en plus elle en aura pas trouvé, donc c'est pas cool. Et c'est la fête, globalement ça se fait chanter par les drop 2 que sont Simba et Prince Eric, donc c'est plutôt sympa aussi. Très bonne carte qui permet de filtrer un peu le deck, plutôt sympa. 2 lanternes brillantes, ça c'est cool. Ça permet de diminuer le sort des prochains personnages que vous jouez. Ça marche bien quand t'as un Stitch Rockstar pour essayer de faire plus de value, faire plus de moi-même. Donc plutôt intéressant. Fracasser, une des meilleures cartes du jeu, ce qui d'après moi devrait faire revoir leur position à tous les gens qui font des critiques spoilers sur le deuxième set et qui trouvent que Belle est complètement fumée. Fracasser, c'est la carte la plus jouée du jeu dès lors qu'on joue Steel et que Steel est le deck le plus joué du jeu. Je vois pas comment Belle peut se faire une place dans le méta ou en tout cas être une carte broken dès lors que pour 3 mana on la pète et elle a rien fait, quoi. Donc j'ai l'impression que cette carte là, elle toute seule, elle tient en respect énormément de cartes du format et elle est ancrable en plus. Donc voilà, la Belle à 5 mana qui lore pour 3 et qui est 3-3 dans le prochain set qui va sortir, à mon avis elle est pas si bien que ça parce que Fracasser est là, quoi. Voilà. Contre les decks contrôle, c'est une énergie. Donc ça fait plutôt plaisir. Et enfin, on a les autres cartes clés du deck. Celle qui vient se rajouter à la combo que je vous ai montré avec la fée clochette, bah, c'est Tuons la bête. Ça permet de mettre 2 à l'entièreté du board de l'adversaire. Et la première brille, donc ça fait plaisir. Et si tu te couples au 1 dégât que va rajouter une fée clochette et qu'en plus la fée clochette peut chanter Tuons la bête, ça te permet de mettre 3 dégâts au tour 4 au board de ton adversaire. Et ça, il y a des decks qui s'en remettent pas. Je pense notamment à Humber Green ou Humber Amethyst Zo ou Emerald, Ruby, Évasion, qui sont tous des decks très agressifs qui veulent essayer de prendre le board et de l'orer rapidement. Bah, c'est grâce à des structures comme ça qu'on les détruit littéralement et qu'on les empêche de lorer beaucoup de points avant de mettre la main mise sur la partie. Et dernière carte du deck, qui est une des cartes les plus broken du premier set et qui à mon avis aura pas le droit nécessairement de continuer à exister très très longtemps dans l'Orcana, dès lors qu'il va y avoir à mon avis des cartes qui vont synergiser avec de plus en plus et que Disney va regarder son jeu compétitif et mettre en place des banlists. Je pense que cette carte là restera pas. C'est notre ami Ce Rêve Bleu, une des plus belles cartes du jeu. J'en ai une exemplaire que j'ai payé au prix fort, celle-là pour le coup je l'ai acheté après coup, que j'ai pris en foil parce que je trouve que la carte elle est fantastique, vraiment. La carte est fantastique et c'est une carte qui en gros pour 5 mana te permet de défausser toutes les cartes de ta main et d'en repiocher 7. Ça fait ça aussi pour l'adversaire, donc ça peut le faire chier, tout comme ça peut l'aider, mais globalement nous c'est notre moteur en fait. On veut tout le temps avoir des cartes en main pour pouvoir tout le temps refaire une boucle Stitch, piocher plein de cartes. Disons que l'idée c'est faire une boucle Stitch, piocher plein de cartes jusqu'à avoir un rêve bleu et accumuler des drop 1 dans la main, l'orer, notre oppo il gère notre board, on refait une boucle Stitch. Notre boucle Stitch, elle nous fait piocher plein de cartes. Ensuite, on joue nos drop 1, on fait un Ce Rêve Bleu, on se refait une main complète. On lore au maximum. Notre adversaire, il gère notre board. S'il le gère pas, on gagne la partie. S'il le gère, on refait une boucle, et ainsi de suite. C'est grâce à ça qu'on a toujours du gaz. Et en plus, c'est une carte qu'on peut chanter avec les drop 5, donc notamment avec Stitch et Tinkerbell. Et Métavix, cette carte-là, encore une fois, plus le jeu va avancer, plus le jeu va s'approfondir, plus le pool de cartes va devenir intéressant. Et plus Ce Rêve Bleu, ça va pas rester très très longtemps à mon avis, je pense. Voilà, c'est la fin de ce deck Humber Steel. J'adore le deck, je trouve magnifique. J'ai juste envie de jouer à l'Orcana juste pour, tu vois, manipuler mes cartes, jouer mes cartes foil. J'ai vraiment cet attrait du pimp à l'Orcana, c'est la manière que j'ai décidé de collectionner le jeu.
Et tant mieux pour mon portefeuille, c'est mieux que de collectionner les enchantés actuellement. Mais c'est un kiff, voilà, c'est vraiment un kiff. Je pense qu'on va passer du coup sur la conclusion. J'espère que j'ai pas fait trop long. Je sais que j'ai fait trop long, mais je pense que c'était intéressant de pouvoir partager tout ça, mon avis vraiment assez abouti après maintenant un peu plus de 3 semaines, presque un mois de consommation de l'Orcana, que ce soit du consommation collection, du consommation jeu physique et du consommation pixelborn. Je pense que j'ai eu le temps de mûrir un petit peu ce que je pense de l'Orcana et je pense que c'est un jeu qui est intéressant, qui sera une super introduction pour les TCG, qui même si tu es un grinder et que tu joues à Magic et à Flesh and Blood, apporte des mécaniques de cartes qui sont quand même assez intéressantes pour apporter un peu de profondeur au jeu. Oui, le gameplay est très simple, il est pas du tout encadré et restrictif comme Magic. Il n'y a pas de phase pendant ton tour, tu attaques et tu lores comme tu veux. C'est très, tu te sens très libre en fait, et c'est super bien pour quelqu'un qui découvre le TCG de pas être très encadré, de pas dire toutes les 2 secondes ah ça tu peux pas faire, ah ça tu peux pas faire, ah ça tu peux pas faire, ah ce rituel là c'est que pendant ton tour, ah ça c'est un éphémère, tu peux jouer pendant ton tour. Non, les règles sont simples. Ce qui fait la saveur de l'Orcana, c'est le texte sur les cartes. Et ça, pour le coup, le game design a été brillant. Franchement, je trouve que pour 200 cartes, l'entièreté des cartes qui sont jouables et des associations de decks que vous pouvez faire, je trouve que c'est de l'ordre du brillantissime. Je connais très très peu de TCG qui se sont lancés au départ et qui ont une profondeur aussi importante que celle-là. Moi j'ai fait le lancement de Dragon Ball Super Card Game, j'ai vu le lancement de One Piece TCG, et on connaît le lancement de Magic, il y a 30 ans de ça, même si c'est moins comparable. Et on n'a pas autant de profondeur, on n'a pas autant d'intérêt en termes de gameplay. Donc brillant, voilà, brillant. L'Orcana m'a eu sur ça, quoi. Le gameplay, aussi facilitant soit-il, a quelque chose quand même a une saveur particulière et extrêmement bien pensé, quoi. On a déjà parlé des problèmes de stock, j'espère que Ravensburger va corriger ça le plus rapidement possible. C'est indépendant de leur volonté actuellement. Ils peuvent pas juste se dire salut, il manque des stocks, on va réimprimer. Non, les imprimeries, et surtout en Europe, elles sont overbookées, surchargées. Tu réimprimes pas la quantité que tu veux, quand tu veux. Encore une fois, on vit dans un monde bien particulier, les TCG sont très populaires, il y a énormément de gens qui veulent imprimer. Et même si c'est Disney, même si c'est Ravensburger, ils font pas exactement ce qu'ils veulent. Donc il va falloir attendre et attendre qu'ils soient capables d'adapter leur tirage à la demande. Je pense que ça va finir par se réguler. Je suis pas certain que ça se régule dès le chapitre 2, très honnêtement. Mais en tout cas, vous avez toujours l'opportunité d'acheter des singles et d'acheter des cartes anglaises si tant est que le français soit pas très important pour vous. Vous vous y retrouverez beaucoup plus rapidement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, pouce bleu, partage, abonnement, vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, et puis voilà, j'espère qu'on pourra reparler de l'Orcana très régulièrement sur cette chaîne. Il y a du gameplay, il y a du partage de collection, il y a du contenu vraiment divers et varié de l'actualité, et on va continuer bien évidemment parce que le jeu nous plaît, le jeu est intéressant, et la licence est puissante et forte, donc il n'y a pas de raison que l'Orcana, ça fonctionne pas. Merci à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.